L'océan devient rouge et brûlant. Tu essaies de t'approcher pour mieux voir, mais devant toi, l'air est de plus en plus chaud. C'est comme si tu entrais dans un four. Et le sable lui aussi est extrêmement chaud, au point que tes chaussons en caoutchouc se mettent à fondre. L'océan vient de se transformer en lave bouillante. Tu commences à courir vers l'intérieur des terres et tu vois des gens qui courent comme des fous dans tous les sens. En fait, la lave est faite de roches fondues provenant des profondeurs de la Terre. En plein centre de notre planète, à une distance équivalente à celle qui sépare New York de Philadelphie, la chaleur du noyau fait fondre les roches de la même manière que le soleil fait disparaître les glaces. Lorsque ces roches fondent, leurs températures peuvent atteindre environ 1200 degrés Celsius. Mais ne t'inquiète pas, cela ne se produit que très loin sous terre, et seulement dans certaines zones spécifiques, principalement autour de l'océan Atlantique. Et ces roches fondues ne s'échappent du sol que si la pression est très forte. Alors elles remontent à la surface sous la forme d'un liquide orange boueux et brûlant appelé lave, généralement par le col d'un volcan. Mais pour une raison ou une autre, l'océan tout entier s'est maintenant transformé en lave. Et même si d'une distance très éloignée, c'est un beau spectacle, il est extrêmement dangereux. Tout d'abord, tu peux dire adieu aux belles vagues bleues et aux courants marins. Contrairement à l'eau, la lave est très épaisse, plus proche de la texture du beurre de cacahuète en fait, et le vent ne peut pas la déplacer. Mais cela signifie aussi que rien ne peut y couler ou y nager. Donc même si certaines créatures océaniques réussissaient à résister aux températures super élevées de la lave, elles ne pourraient pas vivre à l'intérieur. Elles seraient immédiatement submergées ou, selon leur densité, elles flotteraient à sa surface. Du coup, il va falloir que nos amis marins et les autres créatures qui vivaient dans l'océan trouvent un autre endroit où vivre s'ils ne veulent pas disparaître. En fait, les seuls animaux de notre planète qui pourraient survivre à la chaleur de la lave sont les tardigrades. Ces adorables créatures microscopiques peuvent survivre dans n'importe quel environnement extrême. Dans les glaciers comme dans les volcans les plus ardents. Elles peuvent même survivre dans l'espace, soumises aux rayons cosmiques. Tu t'enfuis de la plage avec tous les autres habitants des environs. L'atmosphère s'épaissit et tu as du mal à voir autour de toi. Tu te dis « j'aurais dû rester chez moi ». Mais ta maison n'est pas vraiment sûre non plus. La chaleur dégagée par toute cette lave est à elle seule intolérable sur des kilomètres. Alors fini les maisons au bord de la mer et les stations balnéaires. Tu vas devoir aller vivre le plus loin possible de l'océan. La plupart des villes côtières vont devenir instantanément inhabitables, surtout les zones que l'océan borde sur plus d'un côté. Des endroits comme la Floride, la Californie et l'Amérique centrale ne seront plus du tout vivables. Et c'est sans parler des îles. La plupart vont devenir si chaudes qu'aucun animal ou plante ne pourra survivre. 97% de la planète était composée d'eau de mer, et tout ça s'est maintenant transformé en lave. Il ne peut y avoir de neige à aucun endroit sur Terre, car celle-ci est désormais une boule de lave incandescente. Les températures vont tellement augmenter que même dans les endroits les plus éloignés des côtes et les plus hauts, il fera une chaleur semblable à celle d'un jour de canicule dans un désert. Tandis que tu continues à fuir l'océan, tu te dis que tu es peut-être en train de rêver. Mais tu regardes ta peau qui est si rouge. Même si tu cours pendant des kilomètres, la chaleur finira toujours par te rattraper. Les plateformes pétrolières et les navires qui se trouvent au milieu des océans vont eux aussi rencontrer quelques problèmes. Faits de métal, ils vont tout simplement se mettre à rougeoyer et ils fondront au contact de la lave bouillante. Et même s'ils ne fondent pas, il vaut mieux espérer que personne ne se trouve à bord. Mais dans une telle situation, une évacuation massive aurait lieu. Pendant ce temps, au pôle nord et sud, là où la planète est la plus froide, toute la glace qui recouvre l'océan se met à fondre instantanément. Ensuite, la lave se refroidit et se solidifie pour former des masses terrestres noires et rocheuses appelées roches ignées, dont la texture est souvent vitreuse. Au moment où cela se produit, d'énormes nuages de vapeur et de gaz acides sont libérés dans l'air, emplissant le ciel. Les scientifiques appellent ces nuages de la brume de lave. Un peu comme quand tu sors de ta douche et que toute la chaleur dégagée entre en contact avec l'air froid extérieur, sauf que cette brume-ci couvrirait l'ensemble des pôles nord et sud et serait super toxique. Elle contient même parfois de minuscules particules de verre qui sont extrêmement dangereuses. Et cette brume peut faire le tour du monde avec un vent suffisamment fort et recouvrir presque tout l'hémisphère nord. Elle pourrait aussi couvrir la partie sud, à savoir la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Australie. Traverser ce gaz en avion n'est certainement pas une bonne idée. La chaleur seule émise par la lave suffirait à causer des dégâts importants au fuselage et affecterait tout l'électronique de l'appareil. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ton réservoir d'oxygène. L'air est à peine respirable à ce stade. Tu te diriges vers ta voiture et tu t'éloignes aussi vite que possible. Mais même ta voiture a subi des dégâts. Tu te rends à la campagne, où l'atmosphère n'a pas encore été affectée par la lave. Mais même ici, les températures montent.
la rivière que tu avais l'habitude de voir lors de tes randonnées hebdomadaires est asséchée. La flore autour de toi perd son vert luxuriant, les animaux ont migré vers un climat plus doux. Les fleuves, en se jetant dans l'océan, forment désormais des monticules de roches ignées vitreuses au contact de la lave, créant ainsi des barrages naturels permanents. Le reste de l'eau à l'intérieur des terres, comme dans les étangs et les lacs, finira par s'évaporer avec le temps. Avec la hausse des températures et l'absence de précipitations, l'eau disparaîtra de notre planète. L'énorme masse d'eau des océans joue un rôle majeur dans la création des nuages et des précipitations. Sans eau dans l'atmosphère, la chaleur du soleil s'ajouterait à celle de la lave. Le monde ne serait qu'un immense terrain vague aride. Les nuits seraient chaudes et les journées encore plus. Pourtant, la lave finira par se refroidir au contact de l'air frais. Donc assez rapidement, une fine couche de croûte noire se formera à la surface et s'épaissira progressivement au fil des ans. Plus la lave est épaisse, plus il lui faut de temps pour se refroidir complètement à l'intérieur. Tout ça sera quand même super chaud, mais tu n'auras pas à entrer directement en contact avec de la lave brûlante. C'est en fait comme ça que de nombreuses îles se sont formées. Comme les îles hawaïennes par exemple. Elles sont entièrement constituées de lave issue d'éruptions sous-marines qui a séché pendant des centaines de milliers d'années. Quelle soirée de folie! Tes amis et toi sortez de boîte et appelez un taxi. 10 minutes plus tard, vous arrivez tous dans vos maisons respectives. Tout en discutant avec tes copains, tu t'aperçois que les lampadaires sont déjà éteints. Bien qu'il soit 3 heures du matin et qu'il fasse encore nuit dehors. Mais peu importe. Le taxi te dépose chez toi et s'en va à toute allure. L'allée est également sombre. Tout le monde dort à cette heure-ci. Tu marches jusqu'à ta porte d'entrée. La lumière sensible au mouvement ne s'allume pas. Ça, c'est étrange. L'ampoule a dû griller. Tu hausses les épaules et cherches tes clés dans le noir. Les voilà. Maintenant, tu fais le moins de bruit possible pour ne pas réveiller tout le monde. Tu n'allumes pas les lumières dans le couloir, tu enlèves tes chaussures et files aux toilettes sur la pointe des pieds. Il ne te reste plus qu'à prendre une bonne douche après une nuit de folie à danser et transpirer. Tu appuies sur l'interrupteur de la lumière et rien. La lumière ne s'allume pas ici non plus. Ce n'est pas une coïncidence. Tu songes brièvement à aller au sous-sol et à utiliser le générateur diesel, mais tu laisses vite tomber l'idée. C'est bien trop bruyant. Bon tu vas te laver dans le noir, tant pis. Tu ouvres le robinet du bain, mais il fait un bruit bizarre et laisse échapper quelques gouttes crasseuses, puis il s'arrête. Génial. Pas de lumière, pas d'eau. Ou comment finir la soirée sur une note positive. Ennuyé, tu montes dans ta chambre, en faisant attention à ne pas marcher sur ton chat en chemin, et tu te vautres sur ton lit sans même te déshabiller. À quoi bon, hein? C'est le matin. Tu te réveilles en te sentant tout crasseux, les vêtements te collent au corps, tu as désespérément besoin d'une douche, maintenant. Tu descends dans la salle de bain, tu appuies sur l'interrupteur sans réfléchir et tout te revient. Il n'y a toujours pas de lumière. Tu vérifies à nouveau le robinet, là non plus, rien de neuf. Tout simplement génial. Bon, il est déjà 11 h du matin, alors direction le générateur. Tu vas au sous-sol et tu verses du carburant dans le réservoir, puis tu l'allumes. Il commence à faire beaucoup de bruit, mais au moins il fonctionne. Cela signifie que tu as de l'électricité maintenant. En remontant, tu vois que ta mère est réveillée. Tu lui expliques ce qui se passe et tu sors au magasin du coin pour aller chercher de l'eau en bouteille. Sur le chemin, tu croises un de tes voisins. Il porte un bidon d'eau de 4 litres dans chaque main. Très vite, tu réalises que tout le monde semble avoir le même problème. Pas de lumière, pas d'eau. Tu vois même de loin une longue file à l'entrée du magasin. Tu dois attendre 20 minutes avant ton tour et tu prends 2 bidons de 4 litres. La caissière t'informe d'une voix fatiguée que les paiements par carte ne sont pas possibles en raison d'une panne de courant. Alors tu es obligé de payer en espèces. Tu lèves les yeux au ciel et lui donnes un billet de 5 €. C'est sûrement un désagrément temporaire, rien de plus. Tu repars avec tes bidons. Cela fait maintenant 1 mois complet sans électricité ni eau du robinet. Ce qui a commencé comme une simple nuisance se transforme maintenant en un véritable désastre. La plupart des lieux publics sont fermés, ainsi que les usines et même les écoles. La télévision ne fonctionne pas non plus, évidemment, et beaucoup de gens sont au chômage.
Tu as dû abandonner tes études pour aider tes parents dans le jardin. Ils font pousser leurs propres légumes. Mais ce qui t'inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle de ce qui se passe. Les gens commencent à se rassembler en communautés proches pour s'entraider. Beaucoup de ceux dont le travail était lié aux ordinateurs et aux machines apprennent maintenant à survivre par eux-mêmes, sans les commodités modernes. Mais même les agriculteurs ont eu du mal. Ils essaient d'utiliser les machines avec parcimonie en économisant le carburant, et leur travail est devenu de plus en plus difficile. L'eau en bouteille devient aussi un luxe. Les prix ont grimpé en flèche ces dernières semaines, et si la situation ne s'améliore pas rapidement, seule une minorité de personnes triées sur le volet aura accès à de l'eau propre. À la maison, tu n'allumes le générateur diesel que lorsque c'est nécessaire, pour cuisiner ou faire un nettoyage rapide une fois tous les quelques jours. Le reste du temps, tu n'utilises pas du tout d'électricité. Tu commences à t'habituer à te réveiller à l'aube pour profiter au maximum de la lumière du soleil pendant la journée. Quand le soleil se couche, impossible de faire quoi que ce soit dans l'obscurité. Alors soit tu files dormir après une dure journée de travail, soit tu allumes une bougie et tu lis un bon vieux livre. La moitié d'une année s'est écoulée, rien ne change. On ne sait toujours pas ce qui a causé la panne, et les gens qui sont partis en expédition dans d'autres villes reviennent avec les mêmes nouvelles de partout. Le problème semble être mondial. En vous habituant à votre nouveau mode de vie, toi et tes parents avez réorganisé votre foyer. Vous avez quelques vaches et plusieurs poules pour le lait et les œufs. Et votre jardin est maintenant un vrai jardin avec des concombres, des pommes de terre, des tomates et même des pommes qui poussent sous votre surveillance. Mais obtenir de l'eau pour boire et jardiner est une véritable épreuve. L'eau en bouteille est devenue trop rare et extrêmement chère, si bien que tu dois maintenant aller à la rivière à 10 km de là. Au début, tu t'y rendais en voiture en prenant autant de bouteilles et de bidons que possible. Mais au bout de quelques mois, tu es arrivé à court d'essence. Alors maintenant, toi et ton père faites l'aller-retour à pied. Au moins, vous disposez d'un chariot, ce qui vous permet de transporter plus que vous ne le feriez à main nue. Mais le voyage dure quand même la plus grande partie de la journée. Bon, voilà comment ça commence. Tu es réveillé par un bruit étrange, mais ce n'est pas ton réveil. Il est 5 heures du matin. Après quelques secondes, tu réalises que le son étrange est un coup contre la fenêtre. Mais tu vis au 12e étage. Qui ou quoi pourrait bien frapper? Les laveurs de carreaux? Tu vis dans un immeuble d'habitation ordinaire, pas dans un gratte-ciel avec des bureaux. Les coups sont de plus en plus forts. Tu prends ton courage à deux mains et tu te diriges vers la fenêtre. Tu saisis le rideau et tu le tires brusquement de côté. Ce que tu vois est fantastique. Il y a des petits poissons volants ou flottants à l'extérieur de ta fenêtre. Des milliers d'entre eux. Un banc de sardines qui s'élève directement vers le ciel. Quelques-unes d'entre elles cognent ta fenêtre en passant. Il y a tellement de sardines que tu ne peux pas voir ce qui se passe dehors. Mais quand le dernier poisson passe, le panorama complet s'ouvre à toi. Des poissons, petits et grands, volent entre les maisons. Les pieuvres se déplacent dans les airs avec leurs tentacules. Une énorme baleine dérive lentement vers l'horizon. Au-dessus du toit d'une maison voisine, 2 requins chassent 4 otaries. Un voisin te fait signe, il tient une canne à pêche par la fenêtre et attend que le poisson morde. Un banc, non, une nuée de dauphins passe devant ta fenêtre. Ils sifflent gaiement, comme s'ils te saluaient. Qu'est-ce qui se passe? Tu allumes la télé. Toutes les chaînes diffusent la même chose. Les créatures marines de la Terre ont appris à voler, à quitter l'océan et à rejoindre les airs. Tous les vols dans le monde sont annulés. Et les bateaux de pêche sont immobilisés dans les mers, les océans, les lacs et les rivières. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Tu t'habilles et tu vas dehors. Les tortues de mer rampent sur le sol, elles frissonnent, battent des nageoires et s'élèvent dans les airs. Un troupeau de crevettes passe devant toi. L'océan a-t-il perdu sa gravité? Qu'est-il arrivé à toute l'eau? Tu vis dans une ville portuaire près de la mer, alors tu décides d'aller sur la côte. Tu atteins la rive et tu vois que l'eau est calme. La gravité semble intacte, mais les créatures marines continuent à s'envoler dans le ciel. 6 mois plus tard, les gens s'habituent progressivement à un nouveau phénomène naturel. Les poissons occupent la plus grande partie du ciel. Certaines créatures marines pénètrent dans les couches intermédiaires de l'atmosphère. Les petits oiseaux ont presque disparu depuis la présence de poissons prédateurs dans le ciel.
Mais les oiseaux de proie qui chassent les poissons ont pris du poids. Ils ont tellement mangé qu'ils ne peuvent plus voler. Les goélands, les albatros, les pélicans et les aigles peuvent à peine supporter leur propre poids. Les avions ont cessé de voler. Et les voyages en bateau ont été multipliés. L'écosystème mondial est en train de subir un changement complet. L'océan devient sans vie. Le nombre de bactéries, de microbes et de divers nutriments présents dans l'eau s'est déplacé dans l'air. Les gens tombent plus souvent malades et dans certaines régions, il devient difficile de respirer. Lorsqu'il pleut, des millions de crevettes et de petits poissons tombent sur le sol avec l'eau. De nombreux mammifères prédateurs qui se nourrissaient de poissons commencent à mourir de faim. Ils sortent sur les routes et dans les villes pour trouver de la nourriture. Les scientifiques font des recherches sur les créatures volantes et découvrent qu'elles ont modifié d'une manière ou d'une autre la structure de leurs poumons. Mais on ne sait toujours pas comment les poissons ont acquis la capacité de voler. Il semble que la nature ait simplement décidé de propulser les gens hors de leur environnement habituel. Les pêcheurs construisent des ballons pour pêcher dans le ciel. Certains athlètes lancent un lasso sur des baleines volantes et les montent comme d'énormes chevaux. Bien que l'atterrissage puisse être difficile, des créatures qui auparavant ne nageaient que dans les profondeurs de l'océan s'installent à haute altitude. Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces de poissons jusqu'alors inconnues. Des profondeurs de l'océan, une pieuvre géante s'est élevée dans les airs. Beaucoup l'appellent le kraken. Ce monstre a trouvé un nouveau foyer juste au sommet du mont Everest. Maintenant, tout le monde a peur d'escalader cette montagne. Les créatures des eaux les plus profondes atteignent l'espace. Sur l'ISS, les astronautes observent le passage d'animaux étonnants. Ils ressemblent à des extraterrestres venus d'autres planètes, mais sûrement pas de la Terre. Dans certaines régions, les requins descendent vers le sol pour se nourrir. Dans ces endroits, les gens ont peur de sortir. Les compagnies de pêche achètent d'énormes Boeing et y attachent des filets pour attraper des poissons dans les airs. Mais les vols ne sont pas sûrs, surtout lorsqu'une baleine apparaît soudainement sur leur chemin. Les autorités imposent des couvre-feux dans de nombreuses villes. Les gens montent sur les toits et admirent un spectacle incroyable la nuit, des méduses volantes flottant dans les airs. Grâce à la protéine bioluminescente des méduses, les étoiles brillantes dans le ciel se mélangent aux créatures transparentes à l'apparence de néon. Mais attention, certaines de ces méduses sont très venimeuses. Certaines personnes étaient tellement fascinées par ces belles méduses qu'elles les ont touchées et ont fini à l'hôpital. Les calamars, effrayés par les nouvelles conditions, libèrent de l'encre dans les airs. Quand beaucoup de calamars font cela, l'encre bloque la lumière du soleil. Des embouteillages massifs apparaissent sur les routes parce que des anguilles électriques volent dans les rues et perturbent les feux de circulation. Alors que toute l'humanité regarde le ciel, presque personne n'a remarqué ce qui se passe ici-bas. Partout dans le monde, des personnes souffrant d'un étrange handicap physique se présentent dans les hôpitaux. Des trous étranges se forment sous les oreilles des gens. Les médecins ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Mais l'un des patients saute dans un lac et il s'avère qu'il parvient à respirer sous l'eau. Tous les gens ont des branchies. Au début, la plupart des gens refusent d'aller sous l'eau, mais la modification de leurs poumons les oblige à le faire, ou à passer le reste de leur vie avec un masque à gaz. Certaines personnes sont heureuses d'aller sous l'eau et de commencer une nouvelle vie. Le corps humain s'adapte aux températures froides et à la pression élevée. Il y a beaucoup de travail à faire pour créer des villes et des infrastructures, mais les choses ne vont pas si mal. Il y a plus d'espace dans l'eau que sur Terre. 1 an plus tard, l'humanité a commencé à migrer pleinement vers les océans. Mais au lieu d'une nouvelle vie, ils trouvent des déchets. Beaucoup de déchets. Des milliards de tonnes de plastique flottent dans l'eau. Leur nouveau foyer s'avère être un énorme dépotoir créé par les gens eux-mêmes. Le recyclage mondial du plastique commence dans toutes les eaux. Chaque jour, les gens sortent des tonnes d'ordures de l'océan. L'eau devient de plus en plus propre. Des décharges apparaissent sur la terre ferme.